Bienvenue au monde de la course. Cette semaine, j'ai eu le plaisir de recevoir Charles Philbert Thibouteau, l'Olympien sur 1500 mètres, qui récemment s'est testé sur 5000 et 10 000 mètres et a effleuré deux records québécois, soit celui du 5000 et du 10 000 mètres. Et je dis bien effleuré, il était à 3 secondes du record du 10 000 mètres et à 0,05 secondes du 5000 mètres, ce qui est absolument rien. Tout un athlète, je pense que c'est autour de 13-22 si je me souviens bien, ce record. C'est très rapide, c'est pas de la marche. Et je pense 28-45 si je me souviens bien pour le 10 000 mètres. On a fait ça en direct. Lui, il était à Edmonton. Vous verrez des fois la connexion est pas super, mais au final, on finit toujours par comprendre ce qu'il dit. Zoom réussit toujours à rattraper. C'est juste des fois, il y a un petit délai avant qu'on entende sa réponse, mais la majorité de ce qu'il disait devrait bien être compris. Je vous conseille fortement d'écouter, c'est très intéressant. Il nous partage beaucoup d'informations en tant qu'insider sur ces courses-là qu'il a faites. Des courses en temps de COVID pour élite, très exclusives. Il nous explique un peu comment ça fonctionne, comment se sont passées ses performances. Et aussi, il va avoir quelques mots sur les performances des athlètes kenyans au demi-marathon de Valence, des performances incroyables, mais tellement incroyables qu'elles sont un petit peu douteuses. Donc, il nous donne un peu son avis là-dessus. Donc, écoutez ça jusqu'à la fin pour entendre ça. Aussi, je tiens à remercier les Patreons or du podcast, Tristan Garcia et Mathieu Pollard. Si aussi, vous aussi, vous voulez avoir un petit shout-out dans les épisodes, allez sur la page Patreon du monde de la course vous pourrez me donner un petit coup de pied dans le derrière pour que je continue à vous sortir du contenu bimensuel et peut-être même plus. Peut-être j'essaie de faire ça hebdomadaire, mais on va voir. Peut-être dans le temps des fêtes, j'aurai un petit peu plus de temps pour ça. Je compte vous faire un épisode sur la course en hiver très bientôt. Je vais me mettre à la tâche. On va essayer de rendre ça hebdomadaire pour les vacances de Noël. Et finalement, juste avant de commencer, félicitations à la gagnante du concours du sondage du monde de la course. Il s'agit de Geneviève Dumais, la mère de Jean-René Caron. Elle m'a confié. Dans le fond, c'était quand même drôle. Au début, elle ne savait même pas comment participer au concours. Elle m'avait envoyé un message à ma page directement. Et je lui ai indiqué et finalement elle a bien pu participer, répondre au sondage et participer. Et elle se mérite une paire de Go Run Ride RIT, gracieuseté de Skechers, que je remercie. Je pense que ça a quand même attiré les gens à faire le sondage. J'ai eu au total plus de 75 réponses. Donc, j'ai pas encore tout lu ça. Je vais lire ça peut-être cette fin de semaine. Faire un petit compte rendu des grandes lignes directrices de ce que les auditeurs veulent entendre dans le futur au monde de la course. Mais je vous remercie tous ceux qui ont participé parce que même si vous n'avez pas gagné, vous avez plus de chances d'entendre ce que vous voulez au podcast, du contenu plus, plus selon vos attentes. Euh, donc, Merci beaucoup. Sur ce, trêve de bavardage, je vous laisse avec cet épisode avec Charles Philbert Souto, que je remercie beaucoup d'avoir confié son temps pour votre divertissement et le mien. C'est parti. Alors, bienvenue au monde de la course après quelques petits problèmes techniques. Finalement, c'est réglé. Tout d'abord, merci beaucoup, Charles Philbert Thibuteau, d'avoir accepté très gentiment de prendre de ton temps pour m'accorder cette entrevue. Euh, pour ceux qui écoutent le podcast, ben, si vous avez écouté le dernier épisode, vous saurez que j'en ai justement parlé. Charles a passé à deux doigts de deux records en l'espace de quelques semaines. Il y avait notamment le record du 10 000 mètres, le record québécois du 10 000 mètres et le record du 5 000 mètres, les deux qui ont été effleurés. Dans le fond, tout d'abord, je pense que ce serait le fun si on commence
avec la première course que tu as fait, qui était le 10 000 mètres du BC Endurance Invite, si je ne me trompe pas, dans laquelle tu as terminé quatrième, je crois. Pourrais-tu un Ouais. petit peu nous guider sur comment ça s'est passé cette compétition? C'était quoi un peu les circonstances dans cette rare compétition qu'on a à l'ère des courses COVID? Ouais, ben, premièrement, merci de me recevoir. C'est bien le fun de retourner à ton émission. Un bel plaisir pour moi. Ensuite, bon, ben, donc, c'est ça. Il y a eu une série de courses cet été à Vancouver qui a été organisée par le BC Endurance Project, qui est un groupe basé là-bas, dont j'ai des amis qui s'entraînent là. Puis, cet automne, sachant là, que je m'étais entraîné depuis le mois de juin sans avoir de blessures, sans avoir vraiment de problèmes, je me suis dit que ce serait le fun se tester peut-être avec un 10 000 mètres. À, à, D'habitude, c'est le temps de l'année où on fait des crosses, on court des plus longues distances. Donc, on s'est dit, on va donner une chance de faire un bon temps sur 10 000. Puis, comme de fait, j'avais des amis à Vancouver, Luc Boucher, Kieran Lumb et John Gay qui aimaient bien l'idée. Fait qu'on s'est dit, on va se lancer sur 10 000 en novembre, voir comment aller notre forme. Puis, ça peut de doc, c'est parti. Puis dans le fond, pour ceux qui connaissent pas, ben les noms que tu sors, c'est tous des athlètes vraiment de haut niveau. Je pense que le BC Endurance Project, c'est un des groupes les plus deep, les plus profonds au Canada qu'il y a. Puis toi, dans le fond, t'es pas, à la base, t'es pas un coureur de 10 000 mètres. Toi, t'es vraiment, ben, t'es allé aux Olympiques au 1500, mais tu commences un petit peu, on dirait, à essayer d'aller gratter là-dedans. Est-ce que ça, c'est comme le début un petit peu d'une transition que tu vois plus vers pour focuser plus sur 5-10, 5000, 10 000 mètres, ou est-ce que tu comptes toujours compétitionner sur le 1500? Il y a une transition qui s'effectue. Là. Je pense qu'au lieu d'être exclusivement un coureur de 1500, je vais devenir un coureur de 1500 et de 5000. Ouais. Euh, je pense que l'entraînement, c'est complété pour les deux. Puis je pense avoir les outils pour être un coureur très compétitif à l'international dans les deux distances. Ouais. Le 10 000, c'est où qui cadre là-dedans? Ben, on est encore tôt dans la saison. Les mois et les semaines avant on a vraiment eu un focus à l'entraînement sur le volume, puis développer l'aérobie, le système aérobie, donc l'endurance. Puis le meilleur moyen de se tester, c'est de faire un 10 000. Puis c'est ça. C'est plate parce que la course n'a pas été comme je voulais. Je pense pas en courir un petit tôt. Peut-être l'an prochain, l'autre d'après. Je pense pas en faire plusieurs par année. Ouais. Et, je pense que on a quand même eu une confirmation que j'étais en très bonne forme avec cette course-là. Puis bon, c'est sûr que d'avoir manqué le record québécois de quelques secondes, ça m'a fait un peu mal au cœur, mais je pense que j'étais en vraiment meilleure forme que ça. Puis, écoute, le prochain coup que je vais le faire, je pense que ça va être la bonne. Je ne peux pas me donner trop de défaites, mais j'ai fait des erreurs de nutrition la journée même. Puis, mon dernier kilomètre, c'était pas par manque de forme que je suis comme tombé en morceaux. C'était juste c'était par manque de glucose. J'étais en hypoglycémie. Puis, Ah, c'était ouais. comme un scénario que j'ai pas vu venir pantoute. Là. Moi, dans ma tête, j'allais faire 28 flats. Puis, mais je me suis sous-alimenté dans ma journée. Puis, Ah, c'est dans le fond, le processus d'alimentation pour un 1500 en soirée puis un 10 000 en soirée est un peu différent. Puis, ouais. j'ai rencontré après la course un nutritionniste de l'équipe nationale, Trent State. On est en calories chaud dans la journée, puis ça équivaut à ton dernier kilo. C'est pour ça que tu t'es rendu à 8 kilos quand t'es bien. Puis après ça, à 8,5, 9, t'es complètement tombé en morceaux. T'sais. Donc, c'est un apprentissage. J'aurais aimé ça à mon premier 1000 faire le record tout de suite, mais il va falloir attendre à la prochaine occasion. Là. Ouais, c'est ça. Ça avait juste coupé, mais on a entendu quand même la majorité. Puis ça, tu parlais du nutritionniste Trent Stellingworth, c'est ça, je pense que c'est le nutritionniste en chef de Athletics Canada, Athletics Canada. Ouais. Puis c'est ça, c'est quand même surprenant à entendre parce que je pense que la plupart des gens qui écoutent le podcast ont plus un background marathonien.
Puis, fait que d'entendre quelqu'un sur 10 000 mètres d'avoir un manque de glucose, je pense, dans notre tête, c'est comme impossible. Mais dans le fond, dans ton cas, c'est qu'un 1500, tu manges quasiment rien avant ça, dans le fond. C'est-tu ça, comme t'es habitué d'habitude en soirée, tu consommes presque rien pour être ultra léger pour ton 1500. Ça ressemble un peu à quoi ton C'est processus? pas, c'est pas que je mange rien, là. Je pense que la conclusion à laquelle on est arrivé, c'est qu'il faut, en journée de course, il faut que toute la journée, tu t'alimentes un peu en dehors de tes repas. Ok. Puis, je sais pas si c'était parce que j'étais nerveux de courir un 10 000, mais j'avais juste pas d'appétit, là. Fait que quatre Ouais. heures et demie avant ma course, j'ai mangé comme un bon dîner, mais j'ai rien mangé entre les deux. Puis de manger des collations avant la course, c'est crucial, même si j'avais l'estomac un peu en nœud. Ça faisait un an que j'avais pas couru. Le 10 000, c'est quand même une expérience où les gens avaient beaucoup d'anticipation, mais aussi c'est de l'inconnu pour moi. Là. C'est 25 tours, là, donc je savais que j'étais prêt, mais il y avait vraiment une nervosité qui a fait en sorte que je l'ai comme échappé. Là, ma nutrition, puis, eu de collation même, c'était 15% pour participer, mais le pire, c'est habituellement, même pour le temps, je m'alimente mieux que ça. C'était juste, ça fait longtemps qu'on a racé, ça fait longtemps qu'on a mis une pied sur la ligne de départ, ça fait longtemps que j'ai eu des papillons de pré-course, puis j'ai mal géré ça. Franchement, là, j'ai vraiment fait ça comme un novice, puis je croyais que ça allait être un coup de circuit cette course-là, puis finalement, ça se servirait contre moi, donc on en apprend à chaque fois, même quasiment à 30 ans, j'en apprends de course en course, puis il va falloir juste savoir s'ajuster dans le futur. Quoi. Bon, c'est ça. Fait que les auditeurs peuvent se sentir un peu mieux, se dire même un Olympien, après plusieurs Mhm. années d'expérience, ça peut toujours arriver. Puis surtout, c'est ça, avec le contexte de la pandémie, qu'on est comme un peu rouillé, on a un peu oublié c'est quoi. C'est clair, des affaires comme ça, ça peut arriver. Puis surtout, quand c'est la première fois que tu fais une distance, moi, quand c'était mon premier marathon, puis ou mon premier, peu importe, c'est toujours quand même assez stressant. Puis tu dirais vraiment, as-tu senti que tu as comme Mhm. frappé un mur, vraiment, genre, quand tu vas à la fin dans les 2 derniers kilos? Parce que c'est sûr, j'ai regardé quand même un peu les splits, je me souviens pas exactement c'était quoi, mais tu étais vraiment sur la bonne allure avec les gars, puis là, tout d'un coup, ça a comme vraiment l'air, t'as beaucoup ralenti, euh, un peu cassé. Est-ce que c'est les jambes qui suivaient plus? Puis c'était comme un mini-mur un peu que t'as frappé. Ouais, ben en fait, c'est les symptômes du mur que j'ai pogné, ça ressemble un peu à un mur de marathon, là, tu sais, puis OK? c'est pour ça que Trent est venu à la conclusion que j'étais comme en hypoglycémie, tu sais, parce Ah, que jusqu'à 8 kilos, j'étais sur le pace, je me sentais bien, j'étais relax. Puis en l'espace de un tour, là, c'est qu'on parle d'une minute, c'est comme si mon état est passé de 100% à 50%. C'est comme ça a pris un tour. Puis les symptômes étaient vraiment musculaires, pas capable de mettre un pied devant l'autre. J'avais de la misère à me tenir debout, tu sais, à courir droit, tu sais, je courais en zigzag un peu. oh Tu wow. sais, c'était pas du tout par manque de forme. C'est au niveau aérobique, j'étais dans le jus, puis mes jambes, ils étaient trop fatigués, puis j'ai ralenti. Là. Ça m'est arrivé dans mon dernier tour au 5000. Mais ce qui m'est arrivé au 10 000, c'était quelque chose de complètement différent. Puis, tu sais, les trois gars avec qui j'ai couru ont couru respectivement 28-16, 28-17, 28-17. Puis, 2 semaines plus tard, les quatre, on a couru un 5000 mètres. Puis moi, j'ai tout surpassé d'une dizaine de 15 à 20 secondes dans notre 5000 mètres Ces là, mêmes gars-là. 2 semaines après. Fait que je savais que j'étais en aussi bonne forme, sinon meilleur qu'eux. Puis, OK. euh, c'était pas un manque de forme de passer de 2,47 au kilo à 3,1, 3,2, puis pas capable de mettre un pied devant l'autre. Là. Donc, c'est ça, c'est bien dommage. Là. J'aurais voulu être capable de dire que je cours un 10 000, je fais le record, puis je ne recours pas de ma vie, là, mais il Ouais, va ouais. falloir que je m'y remette. Là. Non, mais ça serait des vraiment bons bragging rights. C'est ça. Tu te dis, bon, je vais faire mon premier du mieux, je vais aller chercher le record, puis après ça, bye bye. Là, mais ouais, c'est ça. Puis c'est ça. C'était assez dramatique comme drop. Donc on suppose que c'était vraiment.
c'est ça. Il doit avoir de quoi qui fonctionnait pas, comme tu disais, avec le glucose. Puis les symptômes que tu nous décris, je pense que tous C'est ceux qui ça. ont fait un marathon vont se reconnaître là-dedans des jambes qui veulent juste plus répondre. Puis c'est pas une question C'est d'aérobie. C'est... ouais, c'est exactement ça. Tu sais, puis la conclusion, c'est un peu que quand tu cours en fin de journée, ben, surtout d'avoir des bons repas, mais aussi des bonnes collations en longueur de journée. Puis Ouais. faire un 10 000 mètres le matin ou un 10 kilos sur route, un marathon le matin, c'est moins problématique parce que tu te loads comme tout le monde avec ton souper la veille. Oui. Puis le matin même, tu vas manger, puis tu n'auras pas une journée complète à comme attendre ta course ou ce que tu brûles les calories à juste attendre ta course. Tu te lèves puis tu y vas. Donc, c'est vraiment des situations différentes, puis il faut ajuster. Puis, c'est ça, comme tu tantôt, 29 ans, j'en apprends encore, puis on a pris des notes, puis la nutrition, on va s'assurer que la nutrition est bonne, peu importe la distance dans les prochaines courses. Là. Ouais. Puis c'est ça, c'est sûr, c'est aussi, c'est pas la même chose gérer des courses de soir puis de matin. Toi, c'est sûr, tu as un petit peu plus d'expérience en tant que coureur de piste. Mais c'est ça, pour les coureurs sur route, si jamais vous êtes pris à faire une course le soir, essayez peut-être, si jamais vous avez un objectif A, d'avoir une autre course de soir avant pour prévoir ça, parce que c'est vraiment différent, c'est clair. Moi aussi, je la vois la différence de faire des courses le matin, des 5 kilos, puis tu n'as pas vraiment besoin d'y réfléchir, comme tu dis, c'est comme tu le fais, c'est tout. Tu manges un petit déjeuner le matin, puis that's it. Certains n'en prennent pas, perso, j'aime ça quand même manger de quoi. Puis, tandis que le soir, toute la journée, t'es un petit peu débalancé, un petit peu stressé, puis c'est quelque chose. Mais c'est ça, ça fait que somme toute, tu as fini quand même le troisième de tous les temps avec ton temps de 28,45. Quand même intéressant que ça soit aussi un peu serré pour le 10 000 mètres, que il y a quand même si tu étais à 2 secondes, 3 secondes du record d'Alain Bordelot, il y a quand même Yannick Labert entre vous deux. Mais c'est ça quand même, c'était toute une performance, puis c'est sûr, je pense, de ce que tu décris, puis quand on regarde ton temps que tu as fait au 5000, je pense que tu l'aurais probablement eu, parce que le record de 10 000 mètres, je pense qu'il est plus atteignable que celui de 5000 mètres. Il est un petit peu moins relevé. Je pense que oui aussi. Là, Ouais, c'est un peu c'est le fait que j'arrive un peu à fleur de peau, c'est comme à un cheveu de chaque record. C'est comme à mes yeux, c'est pas tout à fait équivalent parce que j'ai beaucoup de respect pour Alain, puis lui il a dominé dans son temps, puis ouais. il a fait des chronos excellents sur plusieurs distances là, jusqu'au marathon, mais je pense pas que son record au 10 000 soit tout à fait équivalent de ce que Paul Morrison a fait au 5000. Donc, Ouais. c'est intéressant de voir que c'est un mauvais sort, mais je passais à un cheveu aux deux, puis même s'ils sont pas tout à fait équivalents, c'est comme ça que ça se termine là, du moins pour 2020. Non, mais c'est ça, ça devient quasiment un running gag. Tu sais, à chaque fois, il passe à juste une seconde du record. Et c'est ça, après ça, je pense que c'était 3 semaines plus tard, tu avais de track meet en Californie. J'ai oublié c'est quoi la petite ville secrète. Dans le fond, ils gardaient le lieu secret pour pas qu'il y ait trop de personnes qui viennent regarder. C'était quoi déjà le nom de l'endroit exact? Je pense que la course s'est passée dans la ville de San Clemente. C'est dans le Orange County, au sud de Los Angeles. Oui. Puis c'est intéressant parce que la course, ils voulaient éviter qu'il y ait des spectateurs. Donc, tous les athlètes, les agents, les coachs, ils allaient juste nous dire la piste était où la veille de la course. Fait qu'on ne le savait Wow. pas du tout. Mais ce qu'on a su la journée de la course, en parlant du monde autour de la piste, c'est que la localisation de la piste, elle a changé à peu près fois. Los Angeles. Puis là, les cas de COVID ont explosé à Los Angeles. Il y a eu des nouvelles mesures qui empêchaient la tenue de l'événement. Ils ont été obligés de changer ça à Orange County. Puis là, la veille de la course, il y a eu des feux, puis il y avait de la fumée partout. On s'est réveillé, c'était comme gris dehors parce qu'il y a des feux de forêt dans le comté, puis il y avait de la fumée partout. Fait que là, on se demandait si on allait courir là-dedans. C'est juste aller dehors puis courir, ça faisait mal à la gorge, puis
même que le matin, quand le feu était à son pic, il y avait des cendres dans les airs, tu sais, fait qu'on était comme, bon, COVID, le feu, on va-tu courir, tu sais, finalement, puis comme de fait, au courant de la nuit, tout s'est dégagé, puis après ça, on s'est fait donner la localisation de la piste, une piste high school d'une école privée catholique à San Clemente. OK. Une super belle piste, des super... C'était pas mal parfait, franchement. Super. Oui, ça a coupé un petit peu, mais de ce que j'ai compris, les conditions étaient assez parfaites. Mais c'est quand même un peu stressant tu sais, tu sais même pas si ça va avoir lieu. Ça me rappelle un petit peu, c'est un peu comme quand tu étais allé je pense que c'était en Finlande pour le meet du Diamond League. Est-ce que c'était bien en Finlande? Je suis plus trop sûr, mais tu avais pris ton billet d'avion, tu savais même pas si tu rentrais dans la course. Puis là, c'était un pari que Ouais, tu avais non, c'était bien à payé. Monaco. À Monaco, ok, C'était à oui. Monaco, ouais. Ok, je Des me fois, on mélange. prend des chances comme ça, puis Ouais, on va quelque part, on sait même pas si on va courir. ben c'est Puis ça. bon, là, en théorie, on savait qu'on allait courir, mais tu sais, dans les jours avant, avec les cas de COVID qui montaient partout, puis le feu, puis on fait comme, tu sais, comme, quand t'es américain, c'est tel que tel, là, mais nous autres, il fallait qu'on se claque la quarantaine en venant au Canada. C'est ça. Puis c'est beaucoup d'investissement en temps là, de devoir aller aux États-Unis présentement. Là. Donc, c'était comme un peu, on espère que ça va avoir lieu puis que les conditions vont être pas pareilles, mais finalement, on n'a pas eu de problème du tout. Là. Ben c'est ça, tu sais, c'était pas un billet d'avion jusqu'à Monaco, mais c'était tellement de procédures, tu sais, pour aller aux États-Unis. Puis il faut que tu te rendes quand même, c'est en Californie, c'est pas à la porte d'à côté. Puis ça a été un peu comment les procédures, qu'est-ce qu'il fallait faire pour ça? Parce qu'en ce moment, les Canadiens, on n'a pas juste le droit de voyager pour le plaisir. Fait que c'est comment que vous avez fait? Y a-tu fallu avoir des papiers avec les organisateurs de la course ou... Euh, Moi, je m'étais procuré un document qui était comme un bill qui a été signé par des gens au Congrès qui disait que les athlètes de haut niveau puis les athlètes professionnels avaient le droit de venir aux États-Unis. Puis moi, je m'étais comme préparé des documents même. Et aux États-Unis, c'était pas pire que d'y aller en temps normal. Là. Ils ont quasiment pas posé de questions. Puis c'est sûr que moi, j'allais pas là à mon chalet là, ou juste en vacances. Je sais pas qu'est-ce qu'il aurait répondu aux douanes si j'avais dit ça. Ouais. Mais j'ai pas eu de réprimande du tout. On m'a pas posé de questions du tout. Puis tu es allé aux États-Unis, puis pas à faire de quarantaine, personne te check. Franchement, c'est le gros casse-tête dans tout ça, c'est surtout revenir au Canada. Tu revenir au Canada, là, tu as une quarantaine à faire, il faut que tu soumettes un plan de quarantaine aux douanes canadiennes, puis ils t'envoient des messages à tous les jours, des fois ils t'appellent. C'est vraiment du sérieux là, quand tu rentres au Canada. Mais aller aux États-Unis, en contrepartie, c'est quasiment rien. Puis là, je me sens mal parce que je veux pas encourager les gens à aller aux États-Unis à prendre des vacances. Ah ouais. Surtout que les vols sont vraiment pas chers, mais Ouais. franchement, c'était surtout passé là-bas. Ouais, c'est ça, ça avait l'air surprenamment facile, puis c'est drôle. Tu te prépares tout, tu prends tout le temps pour te faire ça, puis là, finalement, ils ont juste demandé Ah, tu vas-tu là, puis finalement, c'était le cas. Ok, bon, ben, c'était intéressant de savoir. Mais au moins, on sait qu'au Canada, ils prennent ça assez au sérieux quand tu reviens pour bien faire la quarantaine. Puis dans le fond, toi, est-ce que tu voyageais avec les trois autres athlètes qui étaient avec toi, donc ben, je sais pas s'ils étaient avec toi, mais qui ont les trois autres Québécois, il y avait William Paulson, Thomas Fafard, puis Jean-Simon Desgagnés. Est-ce que vous avez voyagé, resté ensemble ou fait quelques runs ensemble avant la course? Ben, dans le fond, Will Paulson, lui, s'entraîne en Oregon. Il est avec son équipe, pas avec son équipe. Cependant, moi, j'ai voyagé de Vancouver, donc j'ai comme Félix-Antoine, Thomas et Jean-Simon, on s'est comme tout booké nos billets la même journée, puis on s'est donné rendez-vous à l'aéroport de Los Angeles la même journée. Puis là, on s'est comme fait notre bulle, on a loué notre auto, on est parti à notre
dans notre condo. On avait loué un condo à Irvine, dans le Orange County. Donc, c'est drôle parce qu'on avait regardé d'avance c'était où les comtés en Californie que le COVID était le moins pire. Parce qu'on avait entendu que la course était à Los Angeles, mais on aimait mieux faire de la route pour aller à Los Angeles puis avoir moins de risque de pogner le COVID que d'aller à Los Angeles. C'est comme là-bas, c'est partout, là, tu sais. Ouais. Puis finalement, on a décidé d'aller à Irvine, qui était à peu près à 40 minutes de Los Angeles. C'était était intense à Los Angeles puis qu'il y avait des mesures. Ils ont déménagé la course au Orange County, donc on était à peu près à 15-20 minutes d'auto en bout de ligne de la course. En allant à Irvine, on était plus proche de la course qu'on avait pensé. Puis c'était une très belle ville, puis on était bien installés. Puis par contre, on était comme notre bulle, puis on s'est assuré qu'à part d'aller à l'épicerie, on faisait pas d'activité, puis on sortait pas vraiment, puis on voulait, derrière ce qu'on voulait, c'est attraper le COVID avant la course. Là. Donc c'est sûr que c'était tentant d'aller dehors au soleil puis de profiter des belles températures là, en dehors de juste les entraînements, mais on est quand même resté sérieux puis on est conscient que les gens aux États-Unis font peut-être moins attention que les Canadiens au niveau du COVID. On voulait pas le pogner, c'est tout. Là. On voulait pas pogner le COVID. Puis, parenthèse, là, assez puis la première personne que j'ai croisée qui m'a adressé la parole à l'aéroport en m'en allant à l'endroit où je jouais mon auto, c'est quelqu'un qui croyait pas au vaccin, qui croyait que les vaccins étaient avec des puces de Bill Gates. C'est un vrai QAnon. Genre l'affaire que tu vois aux nouvelles que des gens font là-dessus, puis des conspirationnistes, puis moi je l'ai jamais rencontré, puis la première personne que j'ai rencontrée aux États-Unis, c'est un conspirationniste, puis moi de savoir que tu peux croiser ces gens-là à l'épicerie, moi, ça me sécurise pas du tout. Puis c'est pour ça qu'on on faisait beau là, en Californie, mais on s'est enfermé parce qu'on voulait pas le pogner le COVID. Là. Ah ouais, parce que tu sais qu'il y en a d'autres weirdos de même, surtout quand tu te fais accueillir par un, ça ne donne pas des bons espoirs sur le ratio de weirdos de même. Ouais, c'est ça. Bon, au moins si on voit un peu le côté positif là-dedans, c'est que ça vous forçait un petit peu à être sage, là, si on veut, puis à focusser à 100% sur la course. Puis ça a quand même donné des assez bons résultats, je crois. Là, ceux qui regardent en vidéo, puis toi, tu vois peut-être qu'il y a juste mon chat qui me graffignait, donc c'est pour ça que mon chandail me un peu. Mais c'est ça. Puis donc, là, si on s'en va maintenant à la course, dans le fond, c'était quoi ton objectif pour cette course-là? C'était le record, je suppose, ou t'avais-tu un objectif? Après avoir pris pour acquis le record au 10 000, je me suis dit que j'allais pas me donner ça comme objectif. Franchement, pas faire deux fois la même erreur. C'est ça. Je me suis dit que le peloton de tête allait partir sur des bases de entre 13-10 puis 13-20. Puis que moi, j'étais confortable d'aller à ce rythme-là, puis que j'allais faire mon possible pour gagner la course, mettre position, gagner c'est exactement ça que j'ai fait. Je pense que j'ai exécuté le plan quasiment à la perfection. Sauf que j'ai traversé la ligne d'arrivée, j'ai vu 13-21, 13-22, puis c'est Félix-Antoine, comme 30 secondes après, qui est venu me voir, il me dit « Ouais, t'as manqué de 5 centièmes le record. » C'était comme un peu... c'est drôle parce que, surtout à mon âge, puis au niveau... c'est que j'ai atteint des PB, ça vient plus si souvent. C'était quand même un gros PB, là. C'est comme un 8 secondes sur 5000, tu le prends, là, puis ça, c'était comme assez pour quasiment le gâcher. Mais, tu sais à quel point c'est dur d'aller chercher un autre PB après, tu sais, quand tu es à ce niveau-là, là, fait que même si c'est juste 0.5, c'est pas comme quelqu'un qui vient de commencer ou que ça fait juste quelques années. Là, toi, c'est déjà fine-tuned au max, puis là, tu le sais que peut-être tu n'auras jamais ou ça va prendre beaucoup de temps avant d'avoir une autre chance d'aller chercher ça. Fait que non, 0.5, pour ceux qui, encore une fois, je le répète, là, je l'avais déjà dit au podcast la semaine passée, mais 0.5 sur 5000 mètres, c'est rien. C'est pas 0.5, c'est 0.05. Ah oui, 0.05, c'est ça, oui. 0.05, c'est encore plus rien. 0.5, c'est comme minime,
0.05, c'est absolument rien. C'est de la Ouais. poussière. Même sur 100 mètres, c'est pas grand-chose, 0.05. Fait que Ouais, exact. Ouais. sur 5000, c'est absolument rien. Fait que c'est frustrant, mais au moins c'est quand même un record personnel de 8 secondes. Donc je suppose qu'il y a un peu de joie là-dedans, mais c'est sûr, ben, je pense que tu aurais aimé l'avoir évidemment. Mais Ouais, qu'est-ce c'est qu'on peut ça. faire? Gars, il y a beaucoup de positifs qui sont sortis de cette course-là. Là. Ça a été mon plus long build-up pour une course depuis 2016. De, de, donc, de savoir que, tu sais, après plusieurs années plus difficiles, je suis capable de faire des gros PB encore, puis que même après la course, on savait un peu c'est quoi qui manquait, puis on sait déjà comment se réorienter pour être plus compétitif encore, d'aller chercher d'autres secondes. Tu sais, overall, il y a beaucoup, beaucoup de positifs là, avec cette saison 2020 qui se termine avec cette course-là. Mais c'est ça, comme tu dis, après une course, quand tu viens de terminer puis que tu es à bout de souffle, c'est toujours un melting pot d'émotions. Comme première course depuis longtemps, full belle condition. J'étais en Californie, gros PB, manque le record. Comme tu sais plus où donner de la tête vraiment. Puis c'est comme après la course, j'étais juste assis sur le turf du terrain au centre de la piste, puis j'étais juste genre exaspéré. Ouais. C'était comme un peu beaucoup de positifs, tout ça. Donc c'est ça. C'est sûr que présentement, je suis peut-être un peu plus serein avec le résultat, mais sur le coup, c'était un peu amer là, de faire que j'avais manqué le record de si peu. Là. Ah, c'est clair. C'est clair parce que c'est ça, c'est tout un temps que t'es allé faire, puis un PB de 8 secondes. Fait que c'est ça, ça va être dur d'aller le chercher à nouveau. Euh, mais mais c'est ça, c'est comme tu dis, c'est une très bonne nouvelle, je crois, ton plus gros build-up depuis longtemps. Tu sais, toi, t'as souffert des blessures comme les dernières années, là, tu sais, ça arrêtait pas. Là, tu sais, je pense que là, tout d'un coup, ça allait bien. Je me suis dit, on s'était jasé. Ouais, là, je reviens de la blessure, mais là, ça s'en vient bien. Puis là, boum, t'as une autre affaire qui s'en vient. Puis là, maintenant, tu te dis, ça fait combien de temps que tu as eu comme un bon build-up clean, sans blessure, là? Ça fait combien de temps? Euh, ben, bon, sans interruption depuis le mois de juin. Fait qu'on peut dire que c'est juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ça fait quasiment 6 mois là, que je m'entraîne puis que j'ai pas rien. Je vais toucher du poids. Mais tu sais, un 6 mois comme ça, là, sans interruption, ça fait depuis 2016 que c'est pas arrivé. Là. Fait Depuis que 2016? vraiment, ouais, ouais. Fait Ouais. que vraiment content. Puis c'est ça. Je suis confiant que si je continue à bâtir là-dessus, que ce soit au 1500 ou 5000 ou 10 000, je vais continuer à m'améliorer. Puis faut juste, on a mis beaucoup de focus dans la préparation cet automne sur rester en santé avant tout. On a peut-être moins poussé la machine que dans le passé, puis c'est normal. À la fin de la vingtaine, début trentaine, on n'est pas la même machine qu'on était à 20, 21 ans. Puis au début de la vingtaine, moi, je passais au tordeur, je m'en foutais. Je Ouais. faisais 3 ans à me donner 110%. Mais là, on s'entraîne, j'aurais tendance à dire, plus intelligemment. On calcule plus nos efforts. On sait qu'il y a des entraînements qu'on va aller faire à 80%, puis d'autres qu'on va vraiment aller à 110%. Donc, on a fait beaucoup de modifications par rapport à la philosophie d'entraînement, puis ça a rapporté. Entre autres choses, c'est sûr qu'il y a de la physio, il y a toutes sortes de choses qui rentrent en ligne de compte, mais vraiment, là, le management du risque, c'est quelque chose qu'on a misé beaucoup là-dessus cet automne. Puis ça, en bout de ligne, être en santé puis courir sans interruption, ça va amener plus de résultats que juste s'accoter quand même malade pendant un mois, puis après ça, péter aux frettes. C'est un peu ça la conclusion. Ouais, c'est ça, c'est ça. Dans le fond, c'est un changement de philosophie vraiment vers le plus le safe, mais parce que ben, moi, je suis d'accord avec cette philosophie-là, personnellement, puis je le sens de plus en plus. C'est ça, même chose que toi, quand j'étais ça, dans vingtaine, début d'université, là, on se claquait des 3 gros entraînements semaine, puis tu sais, on était cassé, puis le lendemain, on avait déjà récupéré, puis là, maintenant, les bobos, ils se traînent, puis
Puis c'est ça, d'avoir un 6 mois, même si, comme tu dis, tu pouvais pas complètement ouvrir la machine tout le temps, mais d'aller du côté plus sécuritaire, mais à long terme, c'est ça qui finit par payer. Puis si t'es capable de faire un 6 mois de même, puis ensuite de continuer encore. Puis dans le fond, ça a été quoi un peu, comment toi t'as vécu ça, de t'entraîner à travers la COVID? À quel point est-ce que ça t'impacte? Est-ce que d'habitude tu cours autant seul? Puis est-ce que ça a été un petit peu un aspect un peu bénéfique dans le sens que tu n'avais pas de compétition, fait que tu pouvais plus prendre ça relax et avoir un build-up smooth, ou c'est quand même chiant? Non, c'est drôle parce que les réactions des athlètes sont vraiment divisées en deux. Là, quand le COVID est arrivé, puis que les jeux ont été reportés, puis que tout a été annulé, là. Les athlètes plus jeunes qui ont vraiment le vent dans les voiles, les autres, ça les a un peu dévastés, puis ça les a même déroutés. Tu vois qu'il y en a beaucoup qui ont de la misère au niveau motivationnel. Tandis que tu as l'autre catégorie dans laquelle je m'identifie plus, c'est plus les vieux loups, là, ceux qui ont vu l'eau couler, tu sais, puis que c'est pas leur premier rodéo, là, tu sais, de devoir changer de plan comme ça. Tu sais. Moi, dès que tous ces changements-là sont arrivés, j'ai vu ça un peu de manière un peu plus sereine en partant. Puis, tu sais, c'est sûr qu'il y a eu quelques semaines de transition, est-ce qu'on savait pas trop quoi faire, est-ce qu'on pousse à l'entraînement, est-ce qu'on pousse pas, est-ce qu'on s'entraîne comme autant qu'avant, tu sais, comment on approche cette situation-là. Mais en bout de ligne, quand on a vu que l'été de, à court et à moyen terme, puis qu'en plus de ça, les seules courses qui allaient compter pour la qualification olympique, ça allait commencer juste en décembre. On s'est dit, c'est le temps de faire un reset. C'est probablement la seule fois de ta vie que tu es capable de faire un reset complet, puis de recommencer à zéro, de faire un build-up en partant de zéro, puis de vraiment prendre ton temps de faire bien les choses, puis de pas revenir trop vite, puis de pas pousser trop vite en revenant. Puis ça a marché. Puis moi, ça a été extrêmement bénéfique. Puis l'année COVID, elle a affecté tout le monde partout autour de la planète. Pour beaucoup de gens, ça a été très négatif. Mais je pense que ce que ça a appris aux gens qui ont été impactés de manière très négative, c'est qu'il faut être résilient. Puis moi, c'est pas la première fois de ma vie que j'ai eu à être résilient là, de la situation du COVID. J'ai un peu j'ai eu. Puis, du moment que j'ai été capable de me dire que pour moi, du moins, c'était une opportunité, ben, je l'ai accueilli à bras grands ouverts. Là, donc, cette année-là, extra, pour moi, je pense qu'elle va avoir sauvé un peu ma carrière parce que ça m'a permis de repartir à zéro, puis de retrouver un momentum que ça fait longtemps que j'ai pas eu. Puis, c'est comme combien de temps j'aurais pu toffer encore à essayer de brûler la chandelle par les deux bouts, puis d'essayer de toujours revenir en compétition, puis en forme le plus vite possible. On a vu que de 2016 à 2020, ça marchait pas, je me blessais souvent. Donc, cette espèce de reset-là que j'ai eu avec le COVID, moi, je peux dire que cette année-là extra, pas de compétition, pas de rien, ça a été bénéfique pour moi, je te le confirme, là. Ouais. Puis c'est ça, je pense quand tu dis tu as déjà eu à faire face, à être résilient, c'est ça, je pense que c'est quasiment pire ce que tu avais avant, tu sais, d'être en pleine forme, puis là de te blesser, puis de pas rien pouvoir faire. J'ai l'impression, puis de voir les gens autour de toi qui peuvent, qui continuent d'avancer, d'autres non, mais tu vois ceux qui avancent parce que c'est eux que tu vois dans les nouvelles et tout ça. J'ai l'impression que ça, c'est quasiment pire, tandis que COVID, ben, tout le monde est traité également. Ben, en fait, pas tout le monde est traité également, ben, si on parle dans les coureurs un petit peu, et non pauvreté, tout ça. Mais bref, si on focus sur la course, c'est ça, tout le monde, plus personne peut faire de compétition, sauf là maintenant, il y a certaines compétitions qui commencent à réouvrir pour élite. Mais au début, c'est ça, c'était personne, puis c'était comme tout le monde était un petit peu forcé, c'est ça, à mettre sur pause. Puis ça a donné, je pense, une belle opportunité à ceux qui avaient besoin de faire un reset, de le faire. Je pense que c'est ça, on a vu les bénéfices que ça a apporté. En tout cas, dans ton Intéressant cas. aussi, ceux, ouais, mais tu sais, un fait intéressant, ceux qui ont couru cet été, là,
On a vu 2 records du monde, en 5000 et 10 000, 5000 10 000 hommes, 5000 femmes, record canadien 5000 hommes. Ça, c'est arrivé cet été où les compétitions étaient, entre guillemets, non officielles. Puis, quel autre raisonnement y a-t-il pour ces performances extraordinaires-là que le fait que les gens pouvaient juste se concentrer sur leur entraînement et eux-mêmes, sans avoir de pression externe. Puis là, quand c'était le temps de sortir, boum, c'est tout de suite un coup de circuit. Ouais. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont réalisé que de ne pas avoir de pression externe causée par les compétitions, puis tout ça, ça peut vraiment être bénéfique. Puis je pense que les coureurs présentement annulé, kilomètres, le demi ou le marathon d'Ottawa est annulé. Puis ces épreuves-là que beaucoup de gens, je sais, qui adoraient mettre dans leur calendrier puis en faire un voyage annuel. C'est sûr que c'est dur de se motiver quand on n'a pas ça, mais les meilleures performances au niveau élite sont venues parce que les gens pouvaient juste s'entraîner sans penser c'est comme au résultat à aller chercher absolument. Puis peut-être que moi, ce que je recommanderais aux gens qui nous écoutent, qui sont peut-être plus dans la foule marathonienne, puis que c'est vraiment les gens qui sont le plus affectés parce que les courses populaires, eux autres, ils reprendront pas avant un bout. Là. Il y a des courses élites qui reprennent, mais les courses populaires, c'est celles ça va prendre le plus de temps. Mm-hmm. Concentrez-vous sur votre entraînement, puis quand les courses vont venir, ça va vraiment être bénéfique, puis vous allez probablement surpasser toutes vos attentes athlétiques que vous avez jamais eues. Si vous êtes capable d'avoir chercher les plus gros gains, puis on l'a prouvé cet été avec des résultats chez les élites, puis c'est ça, faut être créatif en temps de COVID, puis si j'ai un peu un conseil à donner aux coureurs qui sont un peu pénalisés puis qui ont leurs événements ont été annulés, ben c'est un peu ça. Faut pas perdre la motivation, puis quand le jour reviendra, parce que le jour où les courses vont revenir, ça va arriver, on ne sait pas quand, mais ça va arriver, ça c'est la seule certitude. Vous allez être prêts. Puis il n'y a pas de doute là-dessus. Puis profitez du temps que vous avez, sans pression externe, puis sans compétition sur le calendrier pour devenir la meilleure version de vous-même. Non, c'est ça. Ouais, c'est clair, ça, ceux qui sont capables de puis pas nécessairement de faire des gros entraînements, mais de continuer le millage, faire quelques entraînements, puis d'être bien constant, je pense que ça va définitivement payer. Puis je suis tout à fait d'accord, tu sais, Mohamed Ahmed, comme tu disais, qui a fait le record canadien, qui l'a éclaté, le record canadien. Puis tous les records qui tombent, je pense que c'est en partie dû au fait que c'est ça, les athlètes, ben il n'y a plus de compétition à gauche, à droite pour aller chercher une bourse par-ci, une bourse par-là, puis là, c'est pas optimal. Non, là, le but, c'est on s'entraîne, puis on attaque un record canadien, on attaque un record ci, on essaie de faire un record personnel, puis dans son cas, ça fait un record canadien, mais aussi des compétitions qui sont dédiées uniquement à battre des records, qu'il y a des lapins qui font ça, c'est sûr que ça aide. Mais justement, sur le sujet des records, on a eu des records comme absurdes dans les dernières semaines. Je pense au... Parce que j'étais très... Je trouve que j'avais un esprit un peu... J'y pensais pas trop. J'étais un petit peu juste le grand sourire. Oh, wow! Joshua Cheptegei, record aux 5000, aux 10 000. Puis là, Valence, que là, il y a eu 3 personnes qui ont défoncé l'ancien record du monde de demi-marathon, défoncé. Comme, en tout cas, ce que bien des gens disent, c'est ça sent la dope parce qu'il n'y a pas, il y a comme plus vraiment de contrôle au Kenya. Je sais que toi, tu as déjà ouvertement parlé sur le fait que tu penses pas que c'est encore parfaitement clean. Tu penses qu'il y en a une bonne partie des coureurs qui sont dopés. Est-ce que tu penses que c'est, sans dire qu'ils sont nécessairement dopés eux, est-ce que tu penses qu'il y a pas mal, peut-être plus, ou en tout cas, c'est quoi un peu tes mots là-dessus sur ces grosses performances, disons, suspectes? Ben, c'est sûr que cette année, c'était un peu plus propice à ça, là. Oui. Du mois de mars jusqu'au mois de septembre, au mois d'octobre, la World Anti-Doping Agency a suspendu ses tests hors compétition en partant.
Fait que déjà qu'au Kenya, il n'y en avait pas beaucoup. Là, ça a été complètement suspendu. Fait que, tu sais, bon, c'est des grosses perfs, là. T'sais, surtout au demi, ça compte pas rapport. Tu sais, les gars, il y a des vidéos qui sont sorties de la course. Les gars sont au sprint pendant un demi-marathon. Ça comme, c'est sûr qu'il y a des souliers qui aident, là, mais genre, l'amélioration drastique du record du monde au demi-marathon dans les genre 3 dernières années n'a juste pas de sens. Bon, c'est sûr que n'importe quelle performance, que ce soit celle de Cheptegei au 5000 ou 10 000, que celles qui ont eu lieu au demi-marathon, tu sais, il y a un peu, je dirais pas un red flag, là, mais tu sais, un drapeau jaune, un carton jaune, genre, OK, là, les pays où il y a un manque de tests, il y a un manque de rigueur dans les programmes antidopage, puis que les gars qui c'est pas le cas de Cheptegei, mais les gars qui ont défoncé le corps du monde au demi, c'est nobody, là, comme qu'est-ce qu'on est supposé penser de ça, bon, on peut juste s'asseoir puis en tant que fan du sport apprécier le niveau athlétique qui est démontré dans ces courses-là, mais bon, c'est on va voir si dans les prochaines années le record continue à tomber autant ou s'il va tenir longtemps. Là. Ça va être un autre aspect qui va être intéressant. Si ce record-là, il n'y a pas personne qui vient proche d'y toucher dans les 5 prochaines années, puis comme de fait, c'est là que les tests antidopage reprennent, ben on va un peu on va corrélation. Donc c'est ça, c'est un peu ce que j'ai à dire. On peut apprécier les performances, mais peut-être garder en tête qu'il y a un carton jaune à côté de ces performances-là. On peut pas je pense pas qu'on puisse malheureusement qu'on puisse les considérer systématiquement comme étant propres. Oui, c'est dur de savoir, de pouvoir dire, ben là, est-ce qu'on peut l'enlever? Ben non, il faut avoir quand même une preuve, mais c'est quand même fou quand on pense, il y a 2 ans à cette même course, le demi-marathon de Valence, il y avait eu un record du monde de demi, ensuite il a été battu, puis après ils ont arrêté l'athlète qui l'avait fait pour violation du passeport biologique, donc il avait vu que ça avait aucun bon sens comment certaines hormones avaient été modifiées trop rapidement dans son corps, donc c'est clairement du dopage. Donc, quand même, on dirait c'est encore plus suspect que ça soit il y a 2 ans dans cette même course, dans la même discipline. Puis, je crois qu'il y avait un ou certains, je sais plus si c'est les 3 athlètes ou certains des athlètes qui ont brisé le record il y a quelques semaines, qui étaient coachés par un même coach qui est un ancien athlète qui, lui, n'a jamais été pris à doper, mais qui avait coaché un autre athlète qui s'était dopé. Donc, c'est un peu triste. Je pense qu'il y a même plus de... Avant, on parlait toujours du cyclisme comme étant le sport des dopés. Maintenant, il y en a moins parce que c'est vraiment rendu plus rigoureux, je crois. Puis je pense que l'athlétisme est un des tops pour ceux d'athlètes qui Moi, se je font prendre. mettrais un bémol. Là, je pense que la course sur route, c'est plus propice à ça. Oui. La raison est que pour être vraiment bon sur piste, puis pour percer sur piste, de un, il faut comprendre, mettons le gars qui a couru le record du monde au demi-marathon, probablement qu'il pourrait être aussi performant sur 10 000, mais c'est qu'il n'y a pas de ligue de 10 000 sur piste qui donne l'argent comme gagner un demi-marathon majeur. Fait que lui, il n'a pas envie d'aller sur piste, il veut aller sur route. Première des choses. Deuxième chose, c'est que les courses sur piste ont aussi un nombre limité de participants. Fait que si tu fais un 5000 ou un 10 000 sur piste, tu peux avoir un maximum de peut-être 18-20 gars. Puis là, il faut que toutes tes nationalités soient représentées. Il faut que tu aies des stars. Puis une fois que tu es un peu établi sur le circuit, tu vas avoir tendance à revenir compétitionner sur le circuit. Tandis que la course aux routes, c'est comme ouvert. C'est vraiment... Ouais. Puis pour un organisateur
d'une course sur route, c'est vraiment pas cher de faire venir une pochetée d'une trentaine de Kenyans qui ont ces no-names. Tu les fais venir, puis tu leur dis, il y a 50 000 pour le gagnant, là, fait que vous payez tout le voyage, puis vous battez pour le 50 000. T'sais. C'est vraiment, au niveau logistique, c'est possible, c'est plus facile de faire ça. Puis ça, c'est du point de vue de l'organisateur des courses sur route. Puis du point de vue des Kenyans, ben, si tu sais que tu n'as pas tout à fait le niveau pour rentrer sur le circuit en athlétisme qui est comme plus fermé, qui est plus testé, qui est moins lucratif aussi, mais tu peux t'entraîner comme un malade, puis te doper comme un malade, puis rentrer dans n'importe quel demi-marathon ou marathon qui est super lucratif. T'sais, les autres, c'est comme un peu c'est une règle de mathématiques. Là. Mettons, ils sont 30 dans un groupe, dans un village au Kenya à s'entraîner, mais ils startent tout le monde. Il y en a 29 qui ne réussiront pas, mais il y en a un qui va réussir. Puis c'est comme même les 30 qui pensent tous qu'ils ont la même opportunité que lui qui va réussir de le faire. Puis c'est vraiment une chasse à l'argent, puis c'est plus lucratif. Donc c'est ça, les entrées puis les motivations pour faire l'argent sur route sont vraiment plus là pour, mettons, des Kenyans ou des Éthiopiens. Puis ça fait en sorte que aussi le manque de réglementation au niveau de l'antidopage fait que c'est un cocktail explosif. Là. Beaucoup d'argent, pas beaucoup de testage. Je pense que Malheureusement, j'ai manqué un petit peu de la fin de ce que tu disais, mais c'est ça, dans le fond, tu nous parlais d'un cocktail explosif avec, c'est ça, avec quand tu mets des grosses bourses, moins du test, des tests moins rigoureux, moins fréquents. C'est un peu ça que ça donne. Puis c'est ça, c'est sûr, si on regarde Cheptegei versus les trois nobody, comme tu dis, il avait fait quelques courses avant, mais on dit des nobody comme c'est pas des Kipchoge, c'est pas des Wesley Korir, c'est pas des noms qu'on a vus plusieurs fois. Ils sont tous des jeunes en plus, très jeunes, ouais. qui se tapent ces performances-là. Fait que les deux, on peut vraiment faire quand même une différence en termes de légitimité. Ceux de Cheptegei, il y a plus de chances probablement que c'était des vrais records du monde parce qu'il est très surveillé. C'est une personne c'est ça, qui est très bien testée. C'est comme tous les gros athlètes très connus, mais il y a des bonnes chances qu'il soit bien testé. En tout cas, Lance Armstrong lui a réussi à se faufiler pendant un bout, mais finalement il s'est fait prendre. Ouais. Puis, tandis que c'est ça, les trois petits randoms du Kenya, il y en a tellement, puis s'il n'y a pas l'argent pour tester ou les ressources, faut que ça coûte quand même cher, c'est quand même complexe. Puis là, avec la COVID, c'est l'excuse parfaite pour ne pas être rigoureux là-dedans. Ben, c'est ça, ça donne des performances un petit peu suspectes, mais c'est ça, on peut rien affirmer encore, mais l'avenir peut-être nous donnera des réponses. Moi, j'espère un peu parce que sinon, j'espère voir qu'il y en a un ou deux qui s'est dopé dans le futur parce que sinon, il n'y aura pas comme un doute puis on n'aura pas comme un record absurde qui dure pendant super longtemps. Puis comme je pense que je sais plus trop c'était quoi, mais je me souviens qu'il y avait des records par des Chinoises qu'on a appris après que c'était probablement dopé, mais qu'il n'y a jamais eu de preuves à ce moment-là. Puis c'est juste chiant de voir toutes les femmes qui essaient de battre ce record-là puis qui peuvent juste pas. Mais c'est triste pour le sport. Ouais, ben tu sais, comme si on peut prendre comme exemple comment le record du monde avant le week-end dernier, c'était 58,01 par Geoffrey Kwamomore. Geoffrey Kwamomore, lui, ça fait plusieurs années qu'il est sur le circuit. Là. Ouais. Il est toujours top 3 au motocross, top 5 aux 10 000 mètres sur piste, aux Jeux olympiques, puis aux mondiaux. Tu sais, ce gars-là, quand tu es obligé de te prouver comme ça sur le circuit sur piste, tu es plus assujetti à tous les tests en compétition, mais aussi tu es comme une target pour les tests hors compétition. T'sais. Ça dit que les demi-marathons
deux, trois stars comme Cameron Moore. Puis je pense que dans la course à Valence, il y avait Julien Wonders, puis il y avait Kiplimo, qui est un Ougandais qui fait très bien ce temps-ci, puis il fait très bien sur piste et sur route. Mais en plus de ces stars-là, ils ont une vingtaine de Kenyans et d'Éthiopiens qui, eux, sortent vraiment de nulle part, qui n'ont jamais été testés, puis eux autres, c'est comme leur chance à la gloire. Fait que c'est ça. Eux autres, comparé de ces noms-là qu'on connaît, c'est sûr qu'ils ont été vraiment moins, pas seulement moins testés, ils ont probablement été jamais testés, puis on le sait pas, c'est quoi leur régime d'entraînement, puis leur régime de supplément. Là. Si ces noms-là reviennent sur le circuit coup après coup, puis qu'ils continuent à faire des bons temps, one time, en gros, des marathons, puis on n'entend plus parler d'eux autres. Moi, je pense que c'est assez clair que eux autres avaient en tête de se remplir les poches puis de passer à autre chose. Ouais. C'est ça, pour bien des Kenyans, c'est un peu ça. C'est pour sortir de la pauvreté, des fois c'est ça l'option. Puis s'il y a quelqu'un qui t'offre des pilules ou des seringues qui vont te permettre d'atteindre ça, ben tu te poses pas trop de questions, puis tu le fais parce que sinon il y en a un autre à côté de toi qui va le faire de toute façon. Fait que c'est un peu décevant. Mais bon, au moins, comme tu dis, c'est ça, une fois qu'il y a des athlètes qui commencent à être plus établis, ben là, ils commencent à être plus suivis, puis là, on peut vraiment avoir confiance en leur performance, comme on pense à, comme tu disais, Kiplimo, Kipchoge et bien d'autres. Toi, tu te fais tester quand même. Est-ce que tu te fais tester Et souvent de ton côté? Cheptegei, Oui. Oui, Cheptegei, oui. tous ces gars-là, on ne sait pas s'ils sont clean le plus, mais on le sait qu'ils sont testés rigoureusement. Ouais. Puis bon, il y a quand même beaucoup d'athlètes qui trouvent le moyen de contourner tous ces tests-là, mais on sait eux autres, au moins, au minimum, ils sont testés coup sur coup. Tandis qu'il y en a beaucoup là, sur la course sur route que c'est vraiment moins le cas. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu pour ça qu'il faut faire attention je pense, la comparaison entre la route et la piste. Oui. Moi, personnellement, bon, c'est un peu ironique, mais vu que j'ai été blessé en 2019, puis qu'en 2020, j'ai pas été renoué sur le programme de haute performance d'Athlétique Canada, ben, j'ai été retiré du programme d'antidopage. Donc, ça fait vraiment un petit bout de temps qu'il n'y a pas personne qui dans les années maison, 3-4 fois par année, ils venaient chez nous, comme le matin là ou le soir, pour les tests inopinés. Puis en compétition, je faisais tester aussi 3-4 fois. Fait que peut-être entre 5 et 8 fois par année que, mettons, entre 2015 puis 2018 que j'ai pu me faire tester quand même. Fait que c'est ça, c'est quand même assez rigoureux. Je pense que c'est ça, le Canada, les États-Unis. Les États-Unis sont en ce moment les champions en termes d'avoir le plus d'athlètes dopés, mais c'est parce qu'ils ont un système rigoureux pour les poignées. Fait que, c'est un peu ça aussi quand on regarde ces listes-là. Le Kenya est champion aussi, mais je pense que son système de test est moins fort. Fait que c'est un peu pas très bon signe, disons. Mais en même temps, c'est ça, c'est qu'est-ce que tu fais avec ton budget pour d'anti-dopage. Probablement, c'est des programmes un peu différents. Puis que je sais pas, honnêtement, je connais pas exactement c'est quoi leur programme, mais en tout cas, la réputation, disons, il est pas super jojo, disons. Mais bon, toi, sinon, c'est quoi tes prochains objectifs? Est-ce qu'un jour tu veux faire un demi-marathon ou est-ce que tu vas continuer à rester sur la piste? En fait, tu as déjà fait un demi-marathon que tu avais fait en tempo à Toronto, mais disons plus sérieux. Ou est-ce que tu comptes encore rester sur la piste sur 5000 vraiment, puis 1500 pour les années futures? Moi, je pense définitivement que mon avenir court, moyen et long terme se passe sur piste. Je pense qu'en tant que bon coureur, je vais éventuellement
Mais c'est juste dans d'une certaine manière, l'entraînement de 1500 jusqu'à un demi, ça peut être quand même complémentaire. Euh, toutes les distances entre 1500 mètres et des marathons vont à un certain point avoir des points communs au niveau de l'entraînement. Fait que passer d'un à l'autre, ça fait plutôt bien. Mais tu sais, de comme casser cette routine-là pour aller à une planif de marathon. Marathon, c'est complètement différent. Au niveau spécifique, ça n'a rien à voir avec les distances demi et en dessous. Je pense pas que je fasse ça. Je pense pas prendre le risque avant la fin de ma carrière sur piste non plus, parce que je suis un coureur assez fragile. C'est sûr que de faire de la vitesse sur piste, ça peut être un facteur de blessure, mais au même titre que de courir 200 km par semaine, c'est un facteur de blessure, ça aussi. Ouais. Euh, je vais pas m'engager publiquement là, que je vais en courir en compétitif bientôt. Je pense qu'un demi, je vais pouvoir m'amuser avec la distance en fin de carrière. Mais c'est sûr que pour les années à venir, ça va être 1500 et 5000, puis un 10 000 par-ci par-là, un peu dans le même contexte que cet automne, comme en début de saison, quand on veut tester la forme. Mais je pense pas que ça devienne un objectif solide non plus. Si on veut ramasser des résultats à l'international, je pense qu'on va vraiment se concentrer sur 1500, 3000, 5000. Ça va être pour les années à venir aussi. Est-ce que tu as déjà des courses dans ta mire en ce moment ou est-ce que c'est comme t'attends de voir qu'est-ce qui va être disponible parce que c'est pas encore trop clair? Ben là, en date d'aujourd'hui, j'ai quand même des courses de prévues. Là. J'ai prévu aller en 3 mètres de prévu à en Allemagne le 29 janvier, un 1500 mètres à Dortmund en Allemagne encore le 7 février. Ça, c'est les courses indoor, mais j'ai aussi de prévu un 5000 mètres outdoor dans le sud de la France le 26 février. Puis, potentiellement que j'essaierai de faire le standard olympique ou du moins comme solidifier ma qualification olympique au 5000 avec cette course-là en fin février. Puis comme ça, j'aurai tout le mois de mars, avril, mai pour comme me concentrer sur le 1500 puis plus faire du 1500 rendu au printemps. Ok, fait que finalement, il y a quand même des compétitions quand t'es élite. Maintenant, ils ont réussi à repartir ça. Puis faut juste attendre un peu avant que ça se rende au niveau populaire. Mais bon, c'est bon à savoir que là, t'es quand même assez booké. Puis dans le fond, toi, tu vises vraiment aller chercher une place pour les Olympiques sur 5000 mètres, plus que 1500 pour 2021. Pas tout à fait. Là, je Ok. pense que on a comme réalisé que j'étais en bonne position pour me qualifier aux deux. Ok. Cependant, c'est pas possible de doubler aux Jeux Olympiques. Là, l'horaire fait en sorte que ce serait impossible de courir 1500 mètres et 5000 mètres puis bien faire aux deux. Mais comme on s'est dit, pourquoi pas se qualifier aux deux puis rendu aux Essais Olympiques à Montréal au mois de juin, quand ça va être le temps de déclarer quelle épreuve on veut faire, ben on va avoir toute une année de données. Tu sais, comme j'ai eu des bons résultats au 5000, j'ai eu des bons résultats au 1500, mais dans laquelle distance j'étais le plus compétitif. Puis ça va être un game time decision, comme on dit là, avec mon coach, là, de voir à la dernière minute la distance qu'on considère que j'ai le plus de chances de bien faire aux Jeux Olympiques, on choisirait ça. Ok, ouais, fait que tu gardes tes options ouvertes pour voir, c'est ça, dans le fond, l'objectif, c'est pas juste de faire les Olympiques, c'est de voir où est-ce que tu peux te rendre en finale aux Olympiques. Dans le fond, on sait, c'est ça, à Rio, t'étais passé vraiment proche, je pense que t'étais à deux, trois positions de réussir à faire la finale, si je me trompe pas. Ouais. Puis, fait que c'est ça, fait que c'est sûr, là, mais là, tu vois, en vieillissant, c'est sûr, la vitesse, c'est dur d'en gagner en vieillissant. Puis là, tu es en train de regarder peut-être 5000. Est-ce que c'est propice? Mais c'est ça, tu gardes tes options vertes, puis tu verras comme, quand la date approche, c'est quoi un peu qui t'as le meilleure chance de te rendre le plus loin. Mais c'est quand même le fun, c'est quand même un beau luxe à avoir de pouvoir se dire, bon, je vais regarder parmi les deux, c'est lequel
c'est lequel que je vais choisir. Est-ce que je choisis le 1500 ou le 5000? Mais ça va quand même être une décision difficile, je suppose. Mais en tout cas, on te souhaite la meilleure, un bon build-up qui continue comme ça, sans blessure. Parce que je pense que sur 5000 mètres, ça serait intéressant de voir d'autres que. Dans le fond, au Canada, en ce moment, c'est quoi un peu ta compétition? Il y a Mohamed Ahmed, Justin Knight. Est-ce que ça serait. Est-ce qu'il y en a d'autres un peu que tu vois? Puis au 1500, c'est qui les autres? Je pense qu'au 1500 au Canada, c'est définitivement moins fort qu'au 5000. Tu sais, Ouais. Justin Knight puis Mohamed Ahmed, c'est les deux meilleurs coureurs de demi-fond de tous les temps au Canada. Et Ouais. puis présentement, les deux sont à leur pic, puis les deux courent au 5000. Fait que moi, de dire que je vais aller courir le 5000, c'est pas comme si j'avais dans le pic au 15. Il y a William Paulson qui s'entraîne en Oregon, qui est un autre Québécois, qui lui, il a couru 3,35, donc il est bon, mais il n'y a personne d'autre au Canada qui est proche de ça. Donc, tu sais, de faire un standard au 1500, c'est quasiment dire que tu es sûr d'aller au jeu. Ouais. Puis, tu sais, dans le fond, un peu la question qu'on se pose, tu sais, si on a réellement le luxe de pouvoir choisir entre un et l'autre, parce que présentement, je ne suis pas en position de dire que je l'ai, là, j'ai Ouais, ouais. encore beaucoup de travail à faire. Mais tu sais, la réflexion qu'on a, c'est que historiquement, au 5000, c'est plus facile de se qualifier en finale. Mais une fois rendu en finale, faire un podium, c'est quasi impossible. C'est les Africains de l'Est sont tellement à un autre niveau que c'est impossible d'espérer qu'il y ait un miracle et que tu aies une médaille aux 5000 aux Jeux Olympiques. Franchement, là, c'est comme c'est, ça doit être plus dur à faire en sport, tout sport. C'est une médaille de 5000. La dominance l'Afrique est tellement forte que c'est extrêmement difficile. On dit qu'au 1500, le défi est plus de se rendre en finale. Il faut que tu passes à travers 2 rondes, puis il y a tellement de profondeur que chaque ronde est comme. Il faut que tu la gères comme une finale parce que tout le monde est tellement assez compétitif que faut que tu donnes ton 110% à chaque ronde pour être sûr de passer. Mais une fois que tu es rendu en finale, c'est arrivé souvent au 1500 qu'il y a eu des médailles surprises puis des choses comme ça. Fait que tu prends le bet Centrowitz? de c'est ça, que tu prends le bet de faire la course qui est plus tough se rendre en finale, mais rendu en finale, tu as peut-être plus de chances de faire une médaille. Ou la course que tu penses que faire une finale, ce serait peut-être un peu plus facile, mais que rendu en finale, par exemple, là, c'est une autre game. Ouais. Donc, c'est pour les gens qui suivent l'athlétisme à la maison, je pense que ce serait un peu ça la nuance entre choisir le qualifié pour un, mais c'est dans les plans, puis on va voir comment ça va aller après cet hiver. Mais c'est intéressant, j'avais jamais pensé à cette dynamique, mais c'est totalement vrai. Ça. Au 5000, mais quand même bien qu'il peut y avoir des surprises, c'est quand même, comme tu dis, les top africains et Mo Farah sont vraiment sur un autre niveau, puis c'est un de cette gang-là qui va gagner à coup sûr, tandis que ça, au 1500, c'est un peu le chaos un petit peu, ça peut vraiment tout se jouer, il y a tellement de stratégie, puis que tout peut changer, que c'est ça, ça peut donner un peu n'importe quoi, puis des belles surprises. Mais en tout cas, comme je disais, on va te souhaiter bonne chance dans ton entraînement, puis dans tes prochaines courses. Puis merci beaucoup de nous avoir accordé de ton temps pour revenir sur tes dernières performances, voir c'est quoi un peu des compétitions d'élite en temps de COVID, puis comment faire pour s'entraîner à travers. Mais finalement, ça a l'air que ça peut avoir un aspect bénéfique pour donner un gros bouton reset, puis bien repartir la machine. Mais c'est ça. Fait que merci beaucoup pour ton temps. Puis je te souhaite pas trop du temps un petit peu plus chaud à Edmonton, peut-être un peu moins de vent pour pouvoir courir dehors un petit peu, puis continuer ta belle lancée. Ouais, ben merci de m'avoir reçu, François, puis écoute, à la prochaine, puis bon entraînement. Super, merci et